Chers amis, bonjour. On me demande souvent, vous me demandez souvent, vous, les accompagnés, les stagiaires de pause alimentaire pranique, s'il faut toujours pratiquer des pratiques. Que ce soit des pratiques, que ce soit des techniques, que ce soit des protocoles, que ce soit des exercices, peu importe. Vous êtes nombreux à me poser cette question. Alors dans quel cas de figure est-ce que l'on se situe? La réponse, elle est propre à chacun. Elle appartient à chacun, bien sûr. Mais y a-t-il un moment, c'est ça la question qui se cache derrière cette première, y a-t-il un moment où il n'y aurait plus de pratique à faire? Comme par exemple, certains ex-accompagnateurs de pause alimentaire pranique qui disaient « Quand vous êtes pranique, il n'y a plus rien à faire, vous êtes pranique ». Je reviendrai sur ce point-là un tout petit peu plus loin dans cette présentation. Alors, si on part des accompagnés, pour partir après sur le cas de figure des accompagnants en pause alimentaire pranique, et puis des éveillés, les éveillés qui ont réalisé le soi, comme le Bouddha. Que vous soyez en résidentiel au sein d'un groupe constitué, que vous soyez en accompagnement, que je vous accompagne en ligne, via Skype, via Zoom, ou que je vous accompagne à domicile. Comme prochainement en octobre, ici même en Bretagne. D'ailleurs, pour un couple que je vais avoir le grand plaisir d'accompagner, que je salue ici, qui vont se reconnaître, qui habitent à 10 km d'ici, dans cette direction. Et donc, concernant les accompagnés, vous avez une préparation spécifique à réaliser avant d'initier la pause alimentaire pranique, qu'elle soit de 7 jours, 14 jours, 21 jours. Vous avez une préparation spécifique que vous connaissez par cœur, manger végétal, en conscience, à hauteur de votre faim physique, évitez de manger si vous n'avez qu'une faim mentale ou émotionnelle, plutôt gérer, vivre au présent, donc l'état méditatif naturel au présent, être le moins possible dans le passé, dans le futur, qui sont énergétivores, et le présent qui favorise l'alignement, et l'alignement qui favorise le déploiement et donc le rayonnement. Donc, manger végétal, légumineuse, oléagineux, fruits, légumes, crus, cuits selon votre digestibilité. Et puis le fameux jeûne hebdomadaire, 24 heures semaine, ou 36 heures si vous êtes déjà à 24 heures, un repas par 24 heures. Que vous soyez en jeûne intermittent, 2 repas par 24 heures, ou que vous soyez sans forcer, à déjà un repas par 24 heures, une fois par jour. Entre parenthèses, je n'ai jamais dit qu'il fallait arriver à un repas par jour. Certaines personnes ont mis ça en avant, je n'ai jamais dit qu'il fallait arriver à un repas par jour avant d'arriver en retraite pause alimentaire pranique. Naturellement, si vous écoutez votre faim physique et que vous gérez les faims mentales et émotionnelles, au passage, s'il y a de la difficulté à gérer, eh bien, je suis là en accompagnement pré-retraite et même post-retraite pour aider les gens à se préparer de façon spécifique en fonction de leurs difficultés et à consolider les acquis de la pause alimentaire pranique dans la pré-retraite pranique. Donc, vous jeûnez 24 heures par semaine ou 36 heures par semaine, vous terminez le dernier repas le lundi soir, vous allez reprendre le prochain repas que le mercredi matin pour faire 36 heures. Voilà, en fonction de votre IMC, indice de masse corporelle, tout ça vous le savez par cœur. Le rapport poids-taille fait que si vous êtes trop bas en poids, il faut mieux manger plus pour prendre un peu plus de poids, assurer des réserves qui vont couvrir la perte de poids relative à la pause alimentaire pranique. Voilà, donc ça c'est le schéma classique, vous le savez très bien. Donc là, il y a déjà des pratiques à faire. Vivre au présent, gérer les pensées, les émotions pour gérer les envies de manger, tout simplement. Et puis, je rappelle que la préparation à une pause alimentaire pranique, tout ça c'est du rappel, n'a pas vocation à se préparer à une retraite pause alimentaire pranique, mais surtout et avant tout à renforcer l'hygiène de vie globale. L'hygiène de vie globale, que vous veniez ou que vous ne veniez pas en retraite, c'est presque secondaire.
c'est votre hygiène de vie dont il est question d'abord. Pourquoi? Parce que certaines personnes me disent au téléphone, est-ce que ça va? Alors elles m'appellent trois mois avant une date de retraite et de me dire, est-ce que ça va si je me prépare une semaine, 2 semaines avant la retraite? Mais jamais de la vie. Vous vous préparez dès que vous êtes dans l'intention de venir en pause alimentaire pranique, d'initier, de commencer un processus pranique. Mais c'est d'abord pour votre hygiène de vie, tout simplement. Et puis à ces pratiques de préparation, le côté méditatif, vivre au présent, que ce soit formalisé par des techniques, par des pratiques, par des protocoles, par des choses formelles, structurées ou informelles. Informelles voulant dire, vous marchez en conscience, vous conduisez la voiture en conscience, vous faites la vaisselle en conscience. Tout ça, c'est de l'ordre de la méditation. Eh bien, tout est bien, tout va très bien. Vous venez en pause alimentaire pranique, quel que soit votre objectif. Il y a beaucoup d'objectifs possibles qui motivent à participer à une retraite pranique, essentiellement deux grandes catégories. Vous avez des objectifs relatifs à une meilleure santé, renforcer sa santé, et le déploiement spirituel ou le développement personnel qui est l'équilibre mental, émotionnel, l'effet coaching que j'amène, que je propose dans les retraites praniques. Donc je vais vous accompagner à raison de 4 fois par jour. Donc il y a des pratiques que je propose 4 fois par jour la première semaine. Ces pratiques ont vocation que vous constituiez une caisse à outils que vous allez utiliser après la retraite, de retour à la maison, et qui va, dans le meilleur des cas, renforcer, qui a pour vocation à renforcer votre hygiène de vie globale. Globale voulant dire équilibre physique, mental, émotionnel, spirituel. Tout ça, c'est du rappel. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi. Et donc, je vois bien pour les accompagnés qui reviennent en retraite ou qui me ressollicitent pour un accompagnement en ligne depuis la maison, ou qu'on m'invite à la maison à domicile pour que j'accompagne au plus près de la personne de façon très individualisée, spécifique. Eh bien, ce que je constate le plus souvent, c'est l'effet piqûre de rappel. Les gens me ressollicitent, vous me ressollicitez pour un processus pranique parce que ça fait du bien, donc tant mieux. C'est aussi une piqûre de rappel parce que les gens, ils ont un petit peu décroché. Ils ont un petit peu décroché parce que les bonnes résolutions de la retraite précédente sont devenues, lentement mais sûrement, peut-être des petites ou des grandes déceptions. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas gardé la main sur la pratique. La pratique, c'est-à-dire la consolidation des acquis relatifs à la pause alimentaire, au processus, au stage, à la retraite, qui est le mérite de la pause alimentaire. Vous avez la préparation, descente alimentaire, vous avez la transition, pause alimentaire, et vous avez le retour à la nourriture conventionnelle ou la bascule pranique, qui est l'intégration. Mais pour intégrer un processus pranique, il faut d'abord consolider. J'ai réalisé cette petite illustration aussi, vidéo que je vous propose de voir ou de revoir, comment réussir un processus pranique. Réussir un processus pranique, ce n'est pas décrocher la palme de « je suis pranique, j'ai réussi à arrêter de manger ». C'est une conséquence, on ne va pas la rechercher. Et je ne vous accompagne pas dans ce sens-là, d'arriver à être pranique, arriver à arrêter de manger. Je vous accompagne pour l'équilibre. L'équilibre global, physique, mental, émotionnel, spirituel. Une plus grande santé en termes de prévention. Et un déploiement spirituel éventuellement à partir d'une meilleure gestion des pensées et des émotions. Je vois bien les gens qui reviennent manquent de cette contenance, de cette permanence, de cette régularité à pratiquer ce qu'ils ont apprécié, ce qui leur a fait du bien pendant la pause alimentaire, l'accompagnement initial, et qui nécessite d'être intégré au quotidien, parce que la retraite, c'est un laboratoire, c'est un milieu préservé, protégé, loin des tentations, dans la nature, pas en ville, pas chez vous, avec les frigos et placards remplis, sauf quand c'est un accompagnement à domicile. Mais quand vous revenez à la maison, ça retombe souvent. Un peu ou beaucoup, ça retombe. Donc c'est là où les pratiques sont importantes, que vous faites ou que vous ne faites pas. Donc il y a toujours l'idée de pratique.
Et puis, maintenant, évoquons cette deuxième catégorie, non pas d'accompagnés, mais d'accompagnants dans le domaine, l'univers de la pause alimentaire pranique. Ces accompagnants, qu'ils soient dans l'état pranique, autonomie alimentaire, plus besoin de manger parce que pleinement relayé au champ unifié quantique de façon absolue ou relative, ou qu'ils soient non pas dans l'état pranique, mais dans la conscience pranique, conscience d'unité, et n'ayant pas forcément atteint l'état pranique, arrêter de manger, qui n'est pas une fin en soi, je le rappelle, encore une fois, eh bien, il y a toujours ces pratiques à réaliser pour maintenir l'état pranique. Contrairement à ce que certains ont dit que quand on est pranique, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de pratique à faire, eh bien, ce qui est faux, pour maintenir l'état pranique, il y a à pratiquer de façon formelle ou informelle, de façon précise ou pas précise, de façon technique ou pas technique, pratico-pratique et pas forcément que technique, que ce soit dans du faire ou dans du laisser-faire, en tout cas avec une intention de présence, d'alignement au présent, eh bien être pranique et rester pranique suggère deux conditions. L'alignement des quatre corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, et cultiver la conscience d'unité au-delà du mental de dualité. Tout simplement, il y a toujours des pratiques à faire d'une manière ou d'une autre. Que vous fassiez du tai chi, du yoga, de la relaxation, de la méditation, de la marche en conscience, ou je ne sais pas quoi d'autre, que vous cultiviez votre jardin intérieur ou jardin avec les fleurs, les légumes et tout ce que vous voulez, on est toujours dans la pratique du présent, le rappel du présent, de soi au présent, qui favorise la présence. Entre être présent et incarner la présence à partir de être ici et maintenant au présent. Vous voyez le cheminement, être au présent et incarner la présence. Voilà. Il y a une grande vérité là-dedans. Je vous suggère d'y méditer. Et donc, quand vous êtes en conscience pranique, conscience d'unité, y aurait-il encore des pratiques à cultiver ? Certains disent qu'il n'y a plus de pratique à faire quand vous êtes dans l'unité. Est-ce que l'unité est relative ou est-ce qu'il est complètement atteint? Tout est question de degré, de palier, et qu'à chaque palier, à chaque degré, il y a aussi des réponses spécifiques. Donc nous ne pouvons pas trancher en disant un jour il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit, ou à partir de tel état, de tel niveau, il n'y a plus de pratique à réaliser, à maintenir. L'hygiène de vie se cultive. L'hygiène de vie, c'est d'abord un équilibre, ce que les scientifiques, les personnels médicaux appellent, et paramédicaux appellent l'homéostasie. L'équilibre se cultive au quotidien, mais aussi à chaque instant. Vous voyez bien que vous soyez un accompagné, un accompagnant ou pas, eh bien, entre une matinée et une après-midi, l'état émotionnel peut varier. L'état psychologique, cognitif, intellectuel, les pensées peuvent fluctuer. Et donc, au niveau du rayonnement du cœur, ça peut s'ouvrir et ça peut se refermer, être contrarié selon les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Il y a toujours des pratiques à pratiquer au quotidien et à chaque instant, bien sûr. Certains disent par rapport à ça qu'il n'est question que de digérer les émotions, que de digérer les émotions à chaque instant. C'est encore une approche possible. De quoi s'agit-il comme arrière-plan de ces pratiques possibles pour les accompagner et même pour les accompagnants? La gestion des pensées, la bonne expression des émotions, puisque nous savons que de ne pas exprimer ses émotions, c'est toxique. Vous savez que les larmes de quelqu'un qui pleure parce qu'il fait froid n'ont pas la même composition chimique que quelqu'un qui pleure par émotion type tristesse ou type colère. La composition chimique de la larme va être pas tout à fait la même. Mais ce qui est aussi avéré en neurosciences, en psychoneuroimmunologie, en médecine psychosomatique, c'est que les émotions non exprimées sont toxiques pour l'organisme. Il y a deux types de sources de toxicité pour l'organisme. Essentiellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais essentiellement la junk food,
la nourriture acidifiante qui fait le lit de la maladie, et les émotions mal gérées, et mal gérées pouvant être non verbalisées, non gestualisées, non exprimées tout simplement. Contenir les émotions, c'est développer avec les mois et les années une bombe à retardement qui peut un jour exploser sous forme d'une maladie psychosomatique. Par exemple, un cancer. Tous les cancers n'ont pas la même origine d'ordre psychosomatique, d'accord, je n'ai pas dit ça, mais 75%, statistiquement 75%, 3 cancers sur 4 ont 2 ans avant le diagnostic de ce cancer chez les personnes atteintes de cancer, une notion d'un deuil bloqué. Et un deuil bloqué, c'est une émotion qui est bloquée. Ce n'est pas inintéressant comme élément à garder en tête. Donc je vous invite très fortement à exprimer vos émotions. Petit clin d'œil à Shakti qui se reconnaîtra avec tout mon amour bien sûr. Et puis, que dire, puisque le processus de se nourrir en conscience, lumière à la lumière de la conscience, conscience-lumière, parce que vous avez la lumière du soleil, mais vous avez la lumière de la conscience, puisque le photon il est partout, et qu'en fait le processus pranique n'a pas vocation à mettre encore plus de lumière là où il y a déjà plein de lumière, mais plutôt à mettre de la lumière là où il y a des zones d'ombre, pour être davantage dans la liberté d'être, de se déployer, de se réaliser, d'être heureux et heureuse dans sa vie de chaque jour, à condition de mettre un petit peu de lumière, de la prise de conscience, de la conscience dans certaines zones d'ombre. Et donc, quand vous êtes dans cette conscience d'unité, conscience pranique, du fait de ce processus qui favorise davantage de rayonnement au présent, plus de conscience, moins de hypertrophie du mental, plus d'ouverture et de rayonnement du cœur, à partir du moment où il y a du pardon, le pardon donné par-delà favorise l'ouverture et le rayonnement du cœur, et réciproquement. Petit clin d'œil à Shakti, une fois encore, avec tout mon amour. Que dire des éveillés? Les éveillés qui ont réalisé le soi, comme le Bouddha, et qui disent, comme un certain éveillé, qui dit avoir réalisé le soi, contemporain, non décédé, actuel, que j'ai eu au téléphone il y a un mois et qui me disait « Je ne fais plus aucune pratique, je n'ai plus besoin, les choses elles se font d'elles-mêmes », mais qui par ailleurs me confiait qu'il était en état quasi de burn-out, parce qu'il avait développé un épuisement avancé, global, psychophysiologique, pompé dans les batteries, les réserves, un épuisement, proche d'un burn-out, et qui l'a obligé à consulter un médecin, son médecin. Alors que cette magnifique être de lumière qui se dit réalisé ne pratique plus à titre personnel, mais uniquement dans les accompagnements. Il me semble qu'il y a une erreur dans l'idée de croire qu'il n'y a plus besoin de pratiquer quand on est réalisé. L'illustration en est avec cette belle être de lumière qui a contracté un état d'épuisement avancé qui a nécessité de consulter la médecine. Que dire de l'éveillé, du réalisé indien Nisargadatta qui a terminé sa vie avec un cancer de la gorge du fait de la cigarette? Est-ce qu'il n'y avait pas des pratiques à réaliser pour s'affranchir d'une certaine dépendance à la cigarette? Je pose la question, je n'en sais rien. Des pratiques ou une démarche plus spécifique en maîtrise consciente de la relation à la cigarette, pouvant aller peut-être jusqu'au sevrage de la cigarette. Que dire de Ramana Maharshi, cet être réalisé aussi indien et qui a terminé sa vie avec un cancer du bras, un mélanome, alors qu'il était réalisé. Est-ce que quand l'être humain atteint la réalisation ultime du soi, n'a plus besoin d'un certain cheminement et donc le corps peut dépérir
qui va se manifester par des maladies, type cancer ou autre. C'est une hypothèse. Ou alors est-ce qu'il y a eu un défaut de pratique, une négligence sur la bonne gestion du corps physique, des bonnes pensées, des bonnes émotions, bonnes voulant dire des pensées, des émotions déployantes, sujettes à augmenter la fréquence vibratoire de l'individu et de l'organisme et de faciliter le rayonnement dans l'alignement, dans l'ancrage, dans l'ouverture, le rayonnement du cœur. Tout cela sont des hypothèses. Mais pour ne pas donner une conclusion fermée, mais en guise d'ouverture et plutôt en guise de réflexion autour de faut-il ou pas continuer de pratiquer des pratiques, eh bien tant que votre hygiène de vie vous le demande, parce que non optimale, tant que par le biais du corps, tant que par le corps lui-même, il vous indique que l'hygiène de vie, l'équilibre de vie, le bien-être, la joie, l'épanouissement personnel, professionnel, amoureux, sportif, et ce que vous voulez, n'est pas là, à hauteur de vos attentes, de vos envies, de vos légitimes aspirations, eh bien il y a toujours des pratiques à faire. Et puis si dans l'absolu il n'y avait plus du tout de pratiques à faire, pourquoi pas? Eh bien, s'il n'y a plus de pratiques à faire pour soi, soi-même, eh bien il y a peut-être des pratiques à maintenir pour rayonner, offrir au monde entier, comme certains pratiquent la prière, pour aider à ce que les guerres dans le monde s'arrêtent, ou certains se réunissent de façon bénévole pour œuvrer à un meilleur équilibre dans la société, par exemple les restos du cœur, tout simplement, le don de soi, ce qu'on pourrait traduire par le karma yoga, le service désintéressé au service d'autrui, etc., etc., etc. Il y a toujours des pratiques à faire. Qui plus est, si l'intention est chancelante et parfois il y a un décrochage, si parfois il y a une démotivation, si souvent, parmi nous tous, il y a un désalignement, eh bien comment se réaligner avec des pratiques? À vous de voir quelles pratiques sont idéales pour vous, les plus efficaces, celles que vous aimez, que vous appréciez le plus, bien sûr. En n'oubliant pas que si, pour la majorité d'entre nous, un des grands desseins de notre vie est le rayonnement du cœur, et donc l'amour, eh bien, transcender l'amour conditionnel en amour inconditionnel, favorisant la réalisation du soi, passe immanquablement par des pratiques, par un cheminement, bien sûr, qui va être celui que vous adopterez, et que modestement les processus de pause alimentaire pranique favorisent aussi. Eh bien, passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel étant j'aime, je n'aime pas. J'aime, j'ouvre la porte, je n'aime pas, je ferme la porte. Et je rejette. C'est un exemple. Eh bien, tout cela est aussi sous-tendu par la capacité au pardon. Le pardon. Le pardon. Donner, savoir donner par-delà. Combien d'entre vous, vous venez en processus pranique et que vous verbalisez après être revenu, après avoir fait X stages, X retraites, après avoir passé quelques dizaines de vies en cheminement personnel, dans un investissement spirituel, dans une voie spirituelle peut-être aussi, combien d'entre vous, vous vous exclamez à voix haute en disant « Eh bien alors, moi qui croyais avoir terminé sur cet aspect-là, je pensais avoir tout réglé, moi qui pensais avoir terminé ça, moi qui pensais avoir réglé ce point-là, moi qui pensais en avoir fini avec cette difficulté dans ma vie, eh bien je me rends compte qu'il en reste encore et que je n'ai pas fini. » Il y a toujours un chantier en cours, un dossier en cours non résolu. Sans parler de thérapie, mais en termes d'hygiène de vie, d'équilibre de vie, de rayonnement de soi, d'épanouissement, d'atteinte de ses objectifs, et d'aimer de façon libre, et non plus de façon uniquement conditionnelle, relative. Eh bien, arrêtons de mettre
les dossiers importants qui sont en haut de la pile, arrêtons de les mettre en dessous de la pile, ce qui s'appelle remettre au lendemain, procrastiner, autosabotage, etc., etc., etc. Tout cela ne sont que des conditionnements à partir de résonances. Cadeau, les résonances. Cadeau, les effets miroirs. Tout cela fait partie des accompagnants de pause alimentaire pranique que je propose, sous une forme structurée ou pas, formelle ou informelle, de pratique. Infiniment merci à vous. Je vous invite à une réflexion, une méditation autour de ce sujet. Faut-il maintenir des pratiques ou pas? Et je vous remercie d'avance pour vos partage, réflexion en dessous de cette vidéo, si tant est que ce soit constructif, bien sûr. Et un joyeux maintenant à vous.